Donc bonjour, Pierre-Samuel Guedj, fondateur d'Affectio Mutendi et président de la commission RSE et ODD du CIAN. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour parler des enjeux ESG et de la conformité ESG sur le continent africain. Nous avons l'opportunité d'avoir des retours terrain et c'est un petit peu ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui dans le cadre de cette séquence. Je rappelle que le CIAN est une organisation professionnelle qui représente un certain nombre des acteurs français investis et engagés sur le continent, hein, historiquement. Euh, la session d'aujourd'hui s'intitule donc La conformité ESG africaine dans tous ses états. Bon, c'est un petit peu bling-bling, mais ça permet de donner un petit peu le ton. Pour échanger autour de ce sujet avec nous, nous avons en distanciel Monsieur Sanda Fatola, qui représente l'organisation professionnelle qu'il précisera développée en Côte d'Ivoire. Monsieur Houchet Duru de la Banque africaine de développement et plus spécifiquement de l'initiative ESG Stratégie Hub, dont il va pouvoir nous parler. À mes côtés, Monsieur Nikata Bachoudi, président d'ADCO. Monsieur Jean-Luc Meurice, administrateur du Club Franco-Risque, hein, ce club qui coanime bon nombre d'initiatives sur le continent africain. Et puis Samy Doss, qui est compliance officer chez Glencore, que je ne dise pas de bêtises, et qui est un petit peu notre invité surprise, mais qui va nous permettre d'avoir des retours justement de terrain sur comment avance l'ESG sur le continent. L'idée, elle est là, c'est que nous ayons un échange assez libre autour des évolutions et les grandes tendances en matière de conformité ESG sur le continent, de déploiement effectif, de savoir un petit peu quels sont les enjeux les plus aigus, les plus criants. On mettra de côté dans le G ce qui est de l'ordre de la corruption, tout simplement parce que c'est une autre commission qui traite de cette dimension-là, mais on a déjà assez de sujets entre le E, le S et puis les autres volets du G. Et pour ouvrir un petit peu le débat ou le sujet, je vais demander aux hommes de terrain, aux territoriaux nationaux, du côté du Togo et du côté de Côte d'Ivoire, de nous parler justement de ces enjeux et de partager avec nous, je dirais, leur quotidien ou le quotidien notamment de leurs experts, membres de leurs associations professionnelles, sur ces questions. Et je laisse la parole à Monsieur Fatola, qui n'oubliera pas par ailleurs de présenter de manière plus circonstanciée, je dirais, hein, son organisation professionnelle, de manière à bien établir d'où on parle. Monsieur Fatola, cher Sandé, the floor is yours. Alors, merci, cher Samuel. Bonjour à tous. Bonjour à mes panélistes. Euh, Déjà, je me présente. Je suis Sandé Patola, donc président du réseau ivoirien des Risk Managers. Donc, je suis également, en tant qu'association membre du Club Franco-Risque, administrateur pour le continent. Et alors, au niveau du réseau ivoirien des risques et assurances entreprises, nous sommes créés depuis bientôt maintenant, on va dire, une dizaine d'années. Et en ce qui nous concerne, nous organisons régulièrement des activités sur, on va dire, la gestion des risques, la conformité, les réglementations en Afrique et tout ce qui a trait à la sécurité et sécurité en Afrique. Donc, chaque année, on organise un événement important qui sont, on va dire, les rencontres africaines du risque. Bien. Et cette année, l'année 2026 a lieu les 23 et 24, 25 juin 2026 à Abidjan également. Donc, voilà un peu présenté le RIMRAE. Alors, nous, ce que nous faisons la promotion du risque management, la sensibilisation à la culture de la gestion des risques. Et donc, le sujet de ce matin, en ce qui concerne les enjeux ESG, nous intéresse particulièrement parce que nous estimons que les ESG font partie également intégrante de la gestion des risques. Et donc, pour nous, nous sommes véritablement dans le sujet. Alors, pour parler des enjeux ESG,
en ce qui concerne, on va dire, la Côte d'Ivoire et peut-être l'Afrique, parce que nous sommes presque au même niveau de maturité en matière d'ESG en Afrique, puisque les pays qui tirent véritablement la dragée haute, on va peut-être citer l'Afrique du Sud et puis certainement le Maroc. Mais sinon, les pays africains dans leur entièreté sont encore, on va dire, à l'état un peu balbutiant, parce que Restons sur l'ESG, la Côte d'Ivoire, cher ami. Focus sur la Côte d'Ivoire. C'est oui, vraiment cet état des lieux. la Côte d'Ivoire, je veux dire, la Côte d'Ivoire n'est pas différente de ce qui se fait presque dans tous les autres pays en Afrique, hein, en matière de ESG. C'est pourquoi je fais l'aliment avec les autres pays du continent. Alors, nous sommes, je veux dire, à l'état embryonnaire, voilà. Et aujourd'hui, en matière d'ESG, on n'a pas, on va dire, il y a un problème de données fiables, de données existantes en matière de ESG, de niveau de maturité et autres. On va dire, le E, qui est l'environnement, l'écologie, on va dire, on a quelques données. Les données récentes de la Côte d'Ivoire datent de 2022 sur les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons quelques données sur l'environnement. Mais pour ce qui concerne le S social, moins de données, le G, moins de données. Donc, on va dire aujourd'hui, véritablement, l'ESG, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est certainement les multinationales, les entreprises qui intègrent cette démarche dans la gestion quotidienne. Par contre, vous savez que notre économie est une économie qui est marquée par une certaine informalité. Donc, les entreprises qui sont dans le secteur informel, aujourd'hui, je dis cette politique-là, cette démarche-là, n'y est pas. Alors qu'elle constitue quand même 80% du tissu économique de nos pays. Donc, il y a un gros boulot à faire en ce qui concerne les PME, PMI, les entreprises qui sont dans le secteur informel. Voilà ce que je peux dire en introduction. Bien, merci. Merci beaucoup, cher ami. Je propose de faire un jump au Togo pour avoir justement le retour terrain de Nikada. Nikada. Bonne arrivée au Togo. Ben, merci bien. Je me présente, je suis Maître Nkada Batoudi, avocat au barreau de Luxembourg, président de l'association togolaise d'Incompliance Officer, qui organise sur le continent africain la plus grande rencontre des compliance et risk officers. J'ai déjà vu quelques têtes à Lomé la dernière fois lors de la précédente édition, où nous avons rassemblé 600 acteurs de 42 nationalités. J'ai l'honneur de revoir M. Julien de Kroll, que j'ai récemment vu qu'à Lomé. Voilà, donc Paris, c'est la seconde capitale africaine. Ah, je dirais, mais c'est vrai que bon nombre de ministres africains passent à Paris chaque semaine. Donc, au Togo, comment ça se passe? Quelle est la prise en compte de ces enjeux et quels sont les enjeux peut-être prioritaires parfois pour le gouvernement? Ben, aujourd'hui, on est dans un scénario de force. C'est-à-dire, aujourd'hui, les critères ESG sont devenus une contrainte. Euh, Puisque aujourd'hui, pratiquement tous les États s'en vont sur les marchés boursiers et tous les États vont dans des coopérations, ils sont obligés de faire le parallélisme des formes. Notamment, le critère ESG s'impose à eux. Il y a des critères, des projets qui sont rattrapés par les critères ESG. Donc aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans un mouvement d'ensemble avec la pression des régulateurs depuis le GAFI, des régulateurs un peu partout, et souvent aussi puisque l'Afrique est dans une certaine manière dans des systèmes de dépendance où le critère ESG est imposé dans les financements. L'Afrique se fait son petit bonhomme de chemin, en commençant par le Togo. Le Togo fait son petit bonhomme de chemin, mais ce n'est pas véritablement assez avancé comme en Europe. C'est vrai, aujourd'hui, on a des avancées, et c'est différent d'hier, mais il y a encore du chemin à faire.
beaucoup d'États, ou bien un peu pour rester spécifiquement au Togo, il n'y a pas encore de véritable cadre réglementaire RSE. Il existe des ministères de l'Environnement et tout pour pouvoir porter le projet, mais il n'existe pas véritablement un cadre réglementaire. Donc, on est dans une certaine forme de dépendance. On est obligé d'y aller parce qu'on est dans des projets, surtout avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Et donc, on est contraint. On ne veut pas y aller, mais on est obligé d'y aller, on est obligé de suivre le rythme. Quoi qu'il en soit, quand on se retrouve dans des projets, il en va pour le Togo que pour les autres pays sur le continent, on tend vers une normalisation progressive des critères ESG. Aujourd'hui, antérieurement, quand on parle des critères ESG, ça nous parlait difficilement. Mais aujourd'hui, on le comprend. On comprend que le projet de financement ou bien recevoir un financement dépend de ces critères. Aujourd'hui, on l'entend comme une nécessité d'y aller. Et après aussi, on parle aussi de l'intégration des ESG dans la gouvernance. Aujourd'hui, dans des institutions, on a des commissions ESG. Et c'est le début. On pense qu'avec ça, c'est le début de quelque chose. Il faut commencer quelque part. Et le Togo commence parce que dans la plupart des institutions, on voit quand même ces commissions ESG qui sont dans la promotion des critères ESG. Et je parlais notamment des pressions externes. On y va difficilement, mais on est contraint d'y aller. Merci bien. Donc, un constat d'une conformité ESG subie mais engagée au bout du compte, puisqu'il faut bien rentrer dans le moule et dans l'expression des attentes de parties prenantes comme ceux de la Banque mondiale. Un saut du côté de Kinshasa en RDC, hein, avec notre ami Samidos du groupe Glencore, Compliance Officer de Glencore. Je vous laisse la parole pour que vous nous parliez justement de la manière dont les enjeux ESG sont appréhendés, à la fois en interne, bien évidemment, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, et puis d'une manière générale par le gouvernement. Alors, en introduction, donc bien entendu, je ne parle qu'en mon nom propre, je ne parle pas pour le nom de Glencore. Et ensuite, pour sauter directement au sujet, donc je viens d'entendre qu'il y avait peut-être au Togo une absence, disons, de cadre réglementaire établissant les normes ESG. Je pense que dans notre secteur, ou en tout cas en RDC, le code minier est assez avancé sur ces questions, notamment le code minier donc révisé de 2018 qui vient inclure certaines normes sociales, notamment des obligations au niveau des sociétés minières, parmi lesquelles on peut citer, donc on appelle ça la dotation 0,3%, où on doit payer, consacrer 0,3% de notre turnover pour des projets sociaux qui ne sont pas gérés par notre société. C'est-à-dire qu'il y a un comité qui est établi dans lequel on va avoir des membres nommés par le gouvernement, des acteurs de la société civile et deux représentants de notre société, mais en minoritaire. Donc, cette dotation va gérer elle-même ses fonds, sur des fonds qui sont quand même conséquents, hein, à plusieurs millions de dollars, et qui visent donc à créer ces projets sociaux, des écoles, des infrastructures, des hôpitaux. Et d'autre côté, on a ce qu'on appelle un cahier des charges, donc un cahier des charges qui va être rédigé d'un commun accord entre les autorités de la province, la société minière et des acteurs de la société civile, et qui donc vont euh, convenir de certains projets qui devront être développés dans la province. Aussi des écoles, des hôpitaux, etc. Ou des routes. Donc ça, mais c'est nous, pour le coup, qui avons la charge de de délivrer ces projets. Donc, les fonds sont les nôtres, les sociétés qui vont les réaliser sont celles que nous allons sélectionner, mais c'est nous qui, on va dire, notre obligation, c'est une obligation tout simplement des résultats où on doit délivrer le projet qui a été convenu dans les normes qui sont attendues d'une société telle que la nôtre. Et ça, c'est valable donc, pour toutes les sociétés minières qui opèrent, en tout cas en RDC. Et donc, la dotation, le cahier des charges, viennent compléter, on va dire, ce qui existait avant, c'est-à-dire simplement les projets sociaux des sociétés minières, qui, elles, n'avaient pas forcément une obligation légale de réaliser ces projets, mais ça faisait partie un peu du social license to operate, comme on dit en mot français, pour, on va dire, réaliser ces projets sociaux et permettre, si vous voulez, de partager les richesses que la province nous permette
d'avoir en produisant ou en exploitant leur permis minier. Donc ça, c'est pour la RDC. Je travaille un peu aussi sur l'Afrique du Sud. Pareil, c'est-à-dire qu'il y en a des obligations légales, notamment avec tout ce qui est la sous-traitance, les BI Mm. partners, Mm. qui permettent on va dire, d'encourager le côté social en favorisant des acteurs locaux sud-africains noirs. Voilà ce que je peux dire en quelques mots, en tout cas, sur... Très bien, très bien. Je note en fait que au-delà d'une prise en compte des enjeux ESG, c'est une obligation de RSE. Voilà. Ah Et oui. je fais le distinguo entre la gestion des impacts négatifs et la recherche d'impact positif. Il y a une recherche d'impact positif volontaire, qui est l'ancienne RSE, hein, historique, on va dire, mais que finalement, il y a de plus en plus de projets sociaux qui sont intégrés presque dans le contrat, avec cette obligation de travailler avec les parties prenantes. Ouais, ou qui ont été intégrés même par la suite. C'est-à-dire que lorsque les investissements ont été faits, les investissements miniers pour beaucoup ont été faits sous l'ancien régime, donc sous le code minier de 2002. Mhm. Après, il y a eu une certaine mobilisation de sociétés minières pour, on va dire, accepter non sans condition les révisions du code minier de 2018, mais c'est devenu effectivement une obligation légale pour opérer, à défaut de quoi il fallait mettre en cause des investissements qui ont été effectués dans la province ou dans le pays. Ok, merci, merci beaucoup. Avant de passer à Monsieur Duru pour avoir justement une vision très liée à la Banque africaine de développement, je vais demander à Jean-Luc Meurice de nous faire un peu restitution du petit tour qu'il a fait dans différents pays sur le développement de cette conformité ESG, dans le cadre notamment de Franco-Risque. Voilà, vous avez eu, je crois, plusieurs acteurs. J'ai entretenu longuement avec ces gens-là. Vous pourrez nous préciser les pays à cette occasion-là. Et je vous demanderai de nous partager vos grandes conclusions. Eh bien, donc je rappelle brièvement le club Franco-Risque, hein, dont je suis administrateur, a pour mission de promouvoir la gestion des risques et des assurances dans les pays, les professionnels des pays francophones, on va dire. Nos objectifs sont de favoriser et diffuser la culture du risque management donc dans les pays francophones, de partager les pratiques de risque management et de travailler sur des sujets d'intérêt commun, de soutenir le déploiement des compétences des risques managers et, peut-être le plus important, de favoriser la création et le développement de l'association nationale de risque managers. Donc, je salue le président Fatola, qui est un de nos membres historiques et dont l'association est particulièrement dynamique et active. Et je crois que nous avons un Et voilà, partenariat j'allais le dire, nous avons un SIAN. partenariat Ah, depuis pardon. le 29 avril. Monsieur Kenjiro, président de SIAN, a signé avec notre président Marc de Pomeroy un partenariat stratégique sur les enjeux de la gestion des risques en Afrique. Voilà, nos associations membres, donc il y a donc la Côte d'Ivoire représentée aujourd'hui par Sandé Fatola. On a également donc le Maroc, le Sénégal, le Togo, le Bénin et Madagascar. Donc comment dire, enfin, je fais une synthèse donc des quatre pays que j'ai interrogés qui sont quand même assez variés, assez divers. Je n'ai pas interrogé le Togo parce que je savais que Mikada serait là et que voilà, il parlerait euh, très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une progression des cadres ESG dans les pays africains par une forte impulsion publique. Donc voilà, c'est un peu le modèle, je dirais, plutôt européen qu'américain qui est suivi en Afrique avec des différences dans certains pays où il y a des cadres assez réglementés par secteur, voire nationaux, et d'autres pays où c'est plus informel, plus sur une base volontariste. Parmi les facteurs, il y a aussi évidemment les instruments de finance durable et la structuration de l'investissement responsable, qui, comme ça a été dit, induisent une pression financière sur les investisseurs et obligent à traiter correctement le E et le S et de faire des mécanismes de compensation entre les deux. Ce qui est certain, c'est que les secteurs à forte intensité capitalistique, l'énergie, les mines, les infrastructures, sont les plus avancés. Ces secteurs-là, et c'est très clair que l'ESG est vraiment une condition d'accès au contrat, au financement, et que c'est aussi un outil d'acceptabilité sociale, hein, puisqu'on a les mêmes phénomènes qu'on connaît bien en Europe. Il faut savoir que les gens, quand on va faire une grosse implantation d'infrastructures ou d'un site d'extraction, évidemment, voilà, ils réagissent et demandent des compensations. Voilà, donc il y a une culture RSE qui se développe, mais elle demeure inégale sur l'entreprise. Il y a une maturité plus élevée chez les grands acteurs, les grandes sociétés nationales ou les filiales de groupes internationaux sont les moteurs, enfin les plus avancés. On parle aussi des difficultés qu'on va rencontrer ou maintenant, ou vous voulez
Gardons-les pour après. D'accord. Voilà, Voilà, non, on c'est va- un résumé de ce qu'on a vu. Très bien. La maturité est assez contrastée en fait d'un pays à l'autre et au sein des pays entre les grands acteurs que j'ai cités, enfin, les grands secteurs, et les autres où c'est beaucoup plus lent, ou alors c'est par attraction, parce qu'ils travaillent pour des grands groupes et donc par attraction, progressivement, ils suivent les modèles des grands groupes, donc ils sont les sous-traitants. Un phénomène par capillarité, Un petit finalement, peu. très lié aux exigences, notamment réglementaires européennes, pour les filiales présentes sur le continent. C'est un peu plus les attentes des bailleurs de fonds. Voilà, les bailleurs de fonds sont un facteur clé, enfin, notamment quand ils utilisent des mécanismes de supervision Mm. et de surveillance, je dirais, de l'utilisation des financements. Ça a un impact évidemment clé sur la progression de la maturité ESG. Bah, du coup, la transition est toute faite pour passer la parole à Monsieur Duru. Monsieur Duru, je parle lentement puisque Monsieur Duru comprend le français, mais va s'exprimer en anglais. Voilà, donc c'est pour prévenir. Je vais lui demander de prendre la parole et d'exprimer justement ou de partager longuement, parce que c'est vraiment un sujet qui est passionnant, la démarche de l'ESG Stratégie Hub de la Banque africaine de développement, les initiatives qui sont portées et le grand référencement qui est en cours, puisqu'il y a un appel à contribution très fort sur le sujet, sur lequel j'engage tous les acteurs à aller compléter le formulaire. Monsieur Duru, the floor is yours. Ok, ok. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de commencer en français. Après ça, je vais revenir Super. en anglais. Comme mon français, c'est pas très fort pour une discussion technique comme ça. Mais d'abord, je vais remercier bien Lucien et aussi Pierre Samuel pour cette opportunité pour parler avec cette communauté de francophones. Je suis euh, euh, très content. Je vous remercie pour ça. Bon, je suis Monsieur Uche Duru. Je travaille avec le Banque africaine de développement. À notre siège à Côte d'Ivoire, Abidjan, mais actuellement, présentement, je suis au Ghana, à Accra, pour une mission. Je vais essayer de parler sur le sujet du African ESG Hub. C'est une initiative de la Banque africaine, particulièrement pour améliorer le problème de ESG data en Afrique. As you all may know, globally, there's a increasing interest on ESG investment. I think, if I'm not wrong, the assets under management that are ESG labeled are in the tens of trillions globally. Climate-related flow, capital flow is up to $1 trillion annually, but in other global flow of capital, Africa gets maybe 2 to 4% by some authorities, maybe less than that by the other reports. So how we can encourage more capital flow, more ESG-oriented capital flow to Africa, and we, from the interactions we have had with different stakeholders, including investors who are interested in Africa, one of the problems they have indicated is the issue of data. How does an investor make his or her make their decision? They need data, they need information to make their decision. At the same time, also, the African businesses or the African opportunities also have to be aware of this global trend. So in that situation, with the lack of awareness on the importance of ESG information, the lack of appropriate data infrastructure to collect and present ESG information, and other weaknesses institutionally in the continent, that was what drove us to start this initiative of the Hub. So simply speaking, the Hub is meant to be a digital Pan-African platform. We intend to provide it to users across the continent who will be able to have simplified guidelines when it comes to disclosing their ESG performance, to be able to disclose their ESG data. So to provide that kind of simplified guidance, with there are a lot of development. You have the IFRS disclosure guidelines coming up, but we want to see how we can be able to
simplify these guidelines to African users in such a way that they can actually come on the ladder of ESG disclosure, and then to be able to make their decision, make their investment decisions based on the data available and be able to make cross comparison, for example, on sectors, on particular businesses, on particular regions. So this is the core of the idea behind the ESG Hub, to, so to say, reduce or even eliminate the information asymmetry when it comes to ESG information in the continent. Thank you. I would happy to engage on more questions from your end. Merci, merci Monsieur Dureux pour cette contribution très intéressante, et de voir justement cette initiative que la Banque africaine de développement prend, cette intégration progressive des questions ESG. On pourra développer encore si vous avez justement des points spécifiques à traiter. Sur ces questions, au bout du compte, de ESG, d'enjeux ESG, est-ce que dans vos pays, dans vos secteurs, vous voyez progressivement une mobilisation des acteurs, et parfois en dehors du secteur minier, mais justement dans l'ensemble de la société, sur des principes notamment de redevabilité, de reporting? Est-ce que vous sentez une mobilisation sur le sujet? On ne parle pas encore de savoir s'il y a un grand flot de rapports RSE, rapports ESG qui sont produits, mais est-ce que vous voyez une montée en puissance dans les entreprises sur ces notions de mesure d'impact, de mise en place de conformité sur ces enjeux ESG? Qui veut parler, qui veut s'exprimer un peu sur ce sujet entre Kinshasa, Lomé et Abidjan, notamment, puisque la parole est ouverte. Je pense que... OK. Sandé Oui, Fatola. Oui. Alors, en ce qui concerne donc la Côte d'Ivoire, avant même d'aborder la question au niveau des entreprises, on va dire déjà que nos gouvernements, les États, quand même essayent d'aider ou d'accompagner, on va dire, l'ensemble de l'écosystème, hein, que ce soit les entreprises, le secteur informel, les communautés rurales et autres. L'État travaille parce que nous, dans le plan national de développement, le PND 2025-2030, la question de l'ESG quand même est un peu au centre, on va dire, des différents engagements qui sont pris au niveau du PND. Et d'ailleurs, nous, ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un ministère qui est en charge de ces questions-là, de l'environnement et de la durabilité. Donc, c'est pour vous montrer que l'État, quand même, a compris que l'ESG a un rôle important à jouer dans l'environnement économique de la Côte d'Ivoire. Et à l'intérieur du PND, on va voir plusieurs programmes, des programmes et des politiques qui sont bien définis avec des éléments, des informations très bien fournies sur tout ce qui est sur l'environnement en ce qui concerne tout ce qui est, on va dire, qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre, au secteur de l'agriculture, qui était quand même un secteur qui est très important aussi. Le développement de la Côte d'Ivoire, vous savez bien que nous, en termes de café cacao, quand même, nous sommes le pays phare dans la production de cette denrée-là. Et donc, la question du travail des enfants et autres dans le secteur agricole sont des questions que l'État prend en compte véritablement dans tout ce qui est déployé sur le plan national pour que nos produits soient des produits qui présentent un visage beaucoup plus éthique et qui soient plus commercialisables au niveau international. Ça, c'est le volet au niveau, on va dire, de la politique, au niveau de l'État. Mais au niveau des entreprises également, comme j'ai dit tout à l'heure, on sent qu'il y a un travail qui est fait en ce qui concerne les multinationales, les entreprises, les grosses filiales et autres, où aujourd'hui la RSE ou l'ESG est au cœur, parce que ce sont des pays qui ont des comptes à rendre au niveau de leur maison mère, et donc elles ont une sorte de Damoclès qui pèse sur elles, de sorte à présenter des rapports ou des rapports extra-financiers qui soient
on va dire, qui répondent à ces exigences, à ces critères ESG. Et comme je disais aussi, il y a la partie informelle. Moi, je sors il y a 3 semaines d'une rencontre. On a eu à former une cinquantaine de personnes en matière de ESG avec on va dire, la Chambre du commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire en partenariat avec GIZ. Et c'est pratiquement une cinquantaine d'entreprises, on va dire, du secteur informel, PME, PMI, qui ont été formées véritablement au critère ESG et donc qui aujourd'hui comprennent la nécessité de mettre en place ces choses-là parce que une PME qui veut devenir une grosse structure demain, elle est obligée, elle n'a pas le choix, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, que ce soit aller chercher du financement vert, c'est les aller dans ce sens-là. Au niveau commercial également, c'est la même chose. Au niveau des contrats, quand on veut négocier des contrats avec des grosses structures de multinationales, aujourd'hui, pour respecter ces critères-là, on n'a pas de choix et on est obligé d'y aller. Donc, on sent véritablement que les choses sont en train de se mettre en place dans pas mal de structures et je pense que petit à petit, nous sommes sur la bonne voie de mon point de vue. Donc, voilà ce que je peux dire en ce qui concerne. En tout cas, Ok, donc si je synthétise, on est encore sur capillarité et ruissellement à travers les relations d'affaires. On ne voit pas émerger, je dirais, la publication spontanée de la note la 35, par diffusion exemple. des informations. Pas de publication spontanée de la note 35, cette note dans le Cisco ADA qui porte les fondamentaux du reporting extra-financier et qui, s'il était partagé publiquement, permettrait d'avoir une visibilité sur les initiatives des acteurs et en même temps de commencer à nourrir à la fois la dynamique stratégie hub ESG de la Banque africaine de développement, mais aussi les agences de notation extra-financière qui sont également naissantes sur le continent. Du côté du Togo, peut-être, la même question que pour Sandé Fatola et la Côte d'Ivoire, mais Ben, également cette note 35. oui, l'Afrique souffre véritablement d'un problème, le problème de la transparence, de la communication. Mais avec cette nouvelle quand même génération, il y a beaucoup de choses qui commencent par venir. Donc, il y a une véritable ressemblance dans les pays africains. Et quand on parle de Côte d'Ivoire, quand on parle de Togo, quand on parle du Bénin, ce sont des pays qui ont pratiquement le même modèle de fonctionnement, surtout que aujourd'hui, nous sommes dans un système communautaire où c'est le droit communautaire qui s'applique. Il y a un véritable mouvement d'ensemble qui se passe. Les pays ne sont pas isolés, ils sont soit interdépendants par le droit communautaire, interdépendants par des projets et interdépendants par des financements. Et il s'agit véritablement d'un mouvement d'ensemble. Et ce qui aussi fait booster les choses, c'est que il y a un principe dans le droit de la conformité qui demande à ce que ce soit le droit le plus fort qui soit applicable. Et généralement, les filiales qui se retrouvent en Afrique, bien qu'ils se retrouvent dans un contexte où il n'y a pas une véritable réglementation, sont obligés d'avancer sur le modèle de l'entité mère. Généralement, des institutions qui sont, ou bien des sociétés qui sont en Europe et qui sont véritablement contraints sur les critères ESG, les filiales se retrouvent dans un mouvement d'ensemble. Et ce mouvement d'ensemble se répand par des coopérations, par sur des projets. Et donc, une filiale dont l'entité mère est peut-être en France est obligée de suivre les critères ESG. Si je peux me permettre, mettons de côté les filiales des entreprises françaises et européennes, puisqu'on les connaît bien, puisqu'on les rassemble ici. Parfait. Voyons surtout le terrain et ceux qui ne sont pas assujettis à des réglementations européennes ou françaises. L'intérêt, c'est d'aller voir justement quels sont les acteurs togolais, purement togolais, euh, s'ils prennent en compte, comment ils prennent en compte ces dimensions-là. Oui, en fait, j'en viens. Voilà. En fait, les filiales sont obligées de faire des coopérations à l'interne. Et Mm. donc, le mouvement des ESG s'impose à eux. Mais on constate un véritable déploiement sur le continent africain, notamment la mise en place des critères ESG, souvent rattachés à la conformité. Donc, il y a quand même ce critère qui est pris en compte dans les départements de conformité, de déploiement de politique et droits humains, gestion et des sous-traitances et clauses ESG contractuelles qu'on retrouve aussi dans les contrats. Et puis, au niveau des achats et des fournisseurs, des recrutements, des politiques RH, on sent le critère arriver.
Et dans le secteur financier aussi, récemment, la Banque ouest africaine de développement a émis une obligation ESG, et qui est une véritable première dans la zone UEMOA. Donc, ces critères sont pris en compte aussi dans le secteur public, notamment sur les cadres réglementaires de l'UEMOA, de la CEMAC, dans les autres pays. Donc, il y a quand même un véritable effort qui est fait et qui se remarque véritablement sur le continent africain. Oui, on peut aussi parler de l'OHADA, qui travaille à l'intégration justement de la RSE, en commençant dans un premier temps par un label, une labellisation d'un certain nombre d'entreprises. Et c'est l'un des sujets. Et l'autre enjeu qu'il porte, c'est justement cette publication automatique de la note 35 d'une manière volontaire par les acteurs pour ensuite la rendre obligatoire et que cela prenne forme d'un reporting extra-financier. Donc, OK, les choses avancent du côté. Alors, côté Kin, mais toujours, voilà, plutôt côté entreprise hors secteur minier, est-ce que vous constatez des choses, cher Samy? Est-ce que, par capillarité, vous voyez des initiatives? On a beaucoup parlé, en fait, d'enjeux ESG lorsque le ministre du Plan et l'ANAPI sont venus la semaine dernière présenter le PNDS de Kinshasa à Paris. Ça a été rappelé. Voilà, donc ça fait partie des enjeux ou des points sur lesquels il y a une attention qui est, si elle n'est pas portée, elle est exprimée, en tout cas, dans le cadre de ces investissements. Est-ce que vous voyez plus de choses que nous de Paris? Alors, bon, certaines choses, mais après, c'est à une échelle qui est pas aussi grande que les projets qui sont soutenus par la loi. On va dire, grosso modo, Hmm. toutes les attentes prévues par la loi sont, on va dire, il y a le reporting qui est associé, avec les contrôles aussi, et les pénalités potentielles qui sont aussi donc les conséquences des manquements, voire même le retrait des permis miniers dans notre secteur. Donc, je pense que dans le Hmm. secteur minier, vraiment, on est un peu à l'avant-garde. Euh, Hmm. de tous les secteurs peut-être, ou du secteur de l'énergie aussi qui peut être associé au secteur minier. On est assez à l'avant-garde, je pense, des questions ESG, du fait, donc, comme a été précisé tout à l'heure, des capitaux qui sont investis et des attentes, en tout cas, qui se font exprimer par les pays qui nous accueillent. Maintenant, moi, je pense que, comment dirais-je, il peut y avoir un nivellement par le bas du fait d'acteurs économiques qui sont pas forcément ceux qui sont les plus vertueux, qui ont le plus d'exigences. Donc, je pense qu'à défaut d'avoir un cadre juridique clair, Hmm. et on va dire aussi parfois difficile, en termes de pénalités, en termes de sanctions, etc., je pense qu'il est difficile d'avoir des projets d'envergure qui permettent enfin, de concrétiser des projets sociaux dans le secteur. Si on se base que sur le volontariat, effectivement, on aura des effets d'annonce, de la communication, mais je pense dans les secteurs dans lesquels il peut y avoir un réel impact. Le nivellement, c'est pas d'avoir des entreprises, en tout cas toutes européennes ou occidentales, qui viennent investir et avec, si vous voulez, les attentes d'un point de vue ESG qui sont associées. C'est plutôt des entreprises, on va dire, d'autres régions du monde qui n'ont pas du tout les mêmes standards et qui, pour le coup, en tout cas, nivellent par le bas ou en effet vraiment anti-concurrentiel, entre, si je peux me permettre, sur On voit bien, on voit bien. sur l'attrait enfin, sur les attentes que les pays qui accueillent ces investissements peuvent avoir. OK. Des initiatives auprès des fournisseurs, des entreprises justement partenaires, de la formation, ou Ouais, leur formation, leur renforcement de capacité sur ces sujets, c'est quelque chose qui se développe un peu. oui, et puis on va toujours via la loi, c'est-à-dire qu'on a une loi sur Ouais, la sous-traitance qui est très exigeante, ouais. parfois même qui va au-delà de ce qui est prévu dans le texte, mais en tout cas, elle est derrière et elle encourage tout ce qui est sous-traitance au niveau local par des acteurs internationaux, etc. Donc, qui permettent, si vous voulez, de, euh, de partager en tout cas les richesses ou l'intérêt des projets qui sont réalisés dans le côté minier, mais aussi dans les autres secteurs. Très bien. Merci. Avant de questionner Monsieur Duru, je vais passer la parole à Monsieur Meurice, justement, pour avoir un peu ce retour aussi sur les freins ou les complexités auxquelles les acteurs de la conformité ESG peuvent être confrontés sur le continent.
comme ça a été dit, et donc l'initiative de de la Banque africaine de développement qu'a expliqué Monsieur Duroux, me paraît très intéressante parce qu'un des problèmes qui se pose, c'est la disponibilité ou la qualité des données qui est encore insuffisante. Il y a des indicateurs, mais ils sont faibles, soit parce qu'ils ne sont pas suffisamment continus et récurrents, ce sont des enquêtes ponctuelles, ou bien parce qu'il n'y a pas assez de normalisation des données et qu'on ne peut donc pas avoir de comparabilité ou de mesure des progrès, ou de surveillance des financements pour être encore plus concret et rebondir sur ce qu'on disait précédemment. Donc ça, c'est un vrai sujet. Le Maroc, notamment, a pris des initiatives dans ce sens-là. Enfin, et d'autres pays commencent à développer, le Bénin ou d'autres pays s'orientent vers une taxonomie un peu à l'européenne, hein, pour éviter le greenwashing et comment dire, les fausses compensations apparentes. Et, voilà, et aussi, l'idée est de permettre à des entreprises qui ne sont pas dans les secteurs de Glencore ou d'autres grands groupes de participer au même mouvement de façon. Donc, l'initiative de la Banque africaine de développement est extrêmement intéressante. Donc, cette fragmentation des pratiques, comme on a déjà dit, entre les grands groupes et les PME. Et il y a un autre sujet important qui est à la fois, comment dire, une difficulté, mais une opportunité, c'est la relation avec les communautés locales. Donc ça, plusieurs des associations qu'on a interrogées nous disent que si ce dialogue est fait intelligemment, suffisamment en amont et d'une façon continue, non pas ponctuelle, dans le cadre des contraintes d'un projet, mais comment dire, en travaillant de terrain, si je puis dire, à l'avance, une vraie relation, il y a un effet de différenciation par rapport aux concurrents. Donc ça peut aider, comment dire, à l'acceptabilité et la sélection dans les appels d'offres. Et puis, comment dire, voilà, les impacts environnementaux peuvent être compensés par des infrastructures sociales de base à un coût qui est très inférieur à ce qu'il serait dans des pays développés. Par rapport à ce qu'a dit également Samy, qui est très intéressant, sur les pays qui ne sont pas soumis ou les zones qui ne sont pas soumises aux mêmes contraintes, on va dire aux mêmes ESG que l'Europe, il faut voir ça comme une capacité justement, vu la volonté africaine d'aller dans ce sens-là. C'est un facteur d'opportunité pour les entreprises européennes ou françaises à double titre. D'abord, elles ont souvent l'expérience, je dirais, du terrain, parce qu'elles sont présentes en Afrique depuis plus longtemps que les Chinois ou les Américains. Et surtout, leur cadre national enfin, comment dire, communautaire en Europe, par exemple, leur donne comment dire, une maturité, une connaissance qui est très appréciée localement, une crédibilité beaucoup plus grande au départ. Donc, le vrai enjeu, c'est que ça se diffuse après dans le reste du terrain économique. Il y a quand même des améliorations importantes dans les standards environnementaux, je pense, dans la réduction de la pollution. Les pratiques de gouvernance dans le secteur privé s'améliorent. Il y a des groupes qui comprennent l'intérêt de créer une direction RSE. C'est des groupes d'une certaine taille, évidemment, mais ça a un effet d'entraînement. Comment dire, en fait, le problème, quand même, c'est que l'opérationnalisation des cadres ESG est quand même relativement limitée parce que c'est soit sous la pression, comme on l'a dit, soit sur l'initiative volontaire. Et donc, l'étape d'après, enfin, je reviens à ce que je disais au début, c'est comme cette taxonomie où c'est une norme obligatoire et, comment dire, de diffuser vers les PME et les ETI en les accompagnant, en simplifiant un peu. Je pense que l'initiative de la Banque africaine de développement va dans ce sens-là, de proposer des guidelines qui soient accessibles pour les PME et les ETI. Voilà à peu près ce qu'on peut dire. Monsieur Duru, sur ces enjeux, ces questions voilà, de redevabilité, de reporting, sur ces enjeux ESG, quelle va être l'approche du hub de la Banque africaine de développement vers une généralisation de ce process de reporting extra-financier ESG, de manière à nourrir encore une fois les attentes des agences de notation extra-financières et travailler sur des principes peut-être de comparabilité et d'aller vers un choix de mieux disant plutôt que moins disant sur ces questions, un facteur de différenciation. Comment ça avance? Okay. Yeah, I hope I have understood your question. You are trying to find out exactly what approach we are using or we intend to use on the hub, right? Yes. Okay. So, well, essentially, there is a lot of development around the ESG reporting in the continent. Actually, as he mentioned, there is the issue of the taxonomy coming up. The African Development Bank actually is also pushing a continental taxonomy framework, which, so to say, can work hand in hand with the
the national ones, some of which you see in Morocco or Kenya and South Africa. So the taxonomy aspect is coming up. There's also the aspect of exchanges like the Johannesburg Stock Exchange, Nairobi Securities Exchange, that are also pushing the issue of our reporting. So basically, my point is that we have the aspects of voluntary disclosure and the aspects of mandatory disclosure that would likely come up in the future. So for the hub, as I mentioned, we are trying to approach the issue of disclosure from the perspective of some of the international standards that are gaining traction, specifically the ISSB that are gaining traction. So our idea is to provide PMEs, I guess when you mention PMEs, the small and medium scale enterprises, the petit and moyen enterprise, to provide them with a simplified questionnaire, if I may use that, simplified surveys, that questions they can answer depending on whatever business they are doing, to create a digital this digital platform or digital engine that will be able to guide them, take them through the process of disclosure. Because when you talk about an SME, for example, the SME does not necessarily have the same capacity as a big corporation to do ESG disclosure. So the idea is to get them up in that ladder in a much more simplified way, and progressively they can, as they get grasp on what disclosure is really all about, they can even disclose more. And from the data that is gathered, some of the things we intend to do is we don't intend to necessarily rate companies or be a rating agency. No, what we would try to do is to, so to say, incentivize disclosure to basically, one can say, identify those enterprises that are actually deepening and broadening their disclosure, the scope of their disclosure, not necessarily rating them on their performance, the actual environmental, social, or governance performance, but actually looking at how much these enterprises are disclosing. So that way, if you call it kind of a leaders table or some kind of a gold, platinum, or silver bands in terms of how much information these companies are disclosing, that would incentivize some kind of a peer pressure, some kind of a peer encouragement would be encouraged, so that more and more companies would disclose and kind of make it more of a routine practice. The engine that we are building will be able to present this information depending on the wishes of the companies. The companies will be able to say, well, we want to make what we are doing here public or not. And that way, investors or other players or communities or even NGOs who are interested can be able to see what information that they are providing. So that is essentially the logic behind it. Make it simple, incentivize it, get as many investors on board, and so to say, give some kind of polarity to that community and build a community around the issue of ESG disclosure, because it is really, so to say, something pivotal. It can, if we can actually drive this agenda of disclosure, it can really have a systemic effect on the continent, because if you are disclosing, you more or less want to continue disclosing and continue performing better or the Merci beaucoup, même si the trick that we're trying to play. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Duru, même si il nous a manqué 20 petites secondes qui me paraissaient essentielles, mais on les aura peut-être au replay. Avant que Virgile ne me fasse suivre les questions en ligne, est-ce que dans la salle, il y a des questions de la part de nos participants sur ces enjeux? Oui, Stéphane, pardon. Moi, j'ai deux questions.
Une question pour monsieur. Alors, j'ai compris que non, c'était Watoudi, c'est ça? Ouais. Oui. Vous parlez très justement d'une ESG subie et contraintes. Et ces contraintes viennent de la part, en particulier des financements. Voilà. Et la question que je me pose, ce qui concerne le Togo, mais je pense que les autres pays, c'est quid des autres acteurs qui n'ont pas ces contraintes-là. Je pense à des gens qui sont hors OCDE, qui peuvent arriver dans des pays avec leur propre financement et qui, à ce moment-là, ne sont pas contraints d'appliquer les règles RSE, à moins qu'il y ait une RSE d'État. Mais j'ai compris que ce n'était pas forcément quelque chose qui était une conviction. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque disons, de concurrence déloyale entre les acteurs? Et après, j'aurais une question pour monsieur. Bah, je reprends aussitôt. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de concurrence déloyale? Oui. Euh, euh, la réalité le terrain a quand même ses réalités. Généralement, il y a des activités qui viennent avec une bonne moralité. Et mis à part, c'est vrai qu'il y a le cadre réglementaire qui n'est pas si fort, mais la conscience quand même morale amène d'autres acteurs à faire de bonnes marches. Mais la question, elle est quand même assez pertinente puisqu'il y a d'autres acteurs qui arrivent quand même à échapper aux mailles de la moralité. Donc, c'est la réalité sur le terrain. Le continent africain, c'est quand même, sur le côté financement, c'est un continent assez délicat, qui a quand même beaucoup d'immixtion de politique et d'autres choses. Donc, parfois, il y a des acteurs qui avancent dans l'immoralité totale, mais qui finissent par être rattrapés avec le temps. Et on prend par exemple le cas de Bolloré, du cas Bolloré qui existe, qui, dans un premier temps, a travaillé dans un cadre qui, dans un premier temps, n'avait pas véritablement subi une certaine pression réglementaire, mais qui, par la suite, a commencé par subir une certaine réglementaire. Donc ça finit par rattraper. Le terrain est parfois un peu vide. Il y en a qui passent par les mailles, mais puisque nous sommes dans un mouvement d'ensemble, ça finit nécessairement par rattraper. Non, mais là, je parlais du cas de Bolloré, il peut être rattrapé par la règle. Du coup, le groupe, au niveau international, s'est mis ses propres contraintes parce que lui, il a des contraintes dans son pays d'origine. Moi, je me pose la question des gens qui sont sur le terrain. Je pense par exemple aux acteurs chinois, par exemple, ou autres, mais beaucoup plus largement, mais ça peut être pire que n'importe quoi, qui eux n'ont pas ces contraintes-là. Et s'il n'y a pas un gendarme, une gouvernance au niveau de l'État, il n'y a pas de règle. Et c'est clair. Mais c'est clair. Pour l'heure, il y en a quand même qui arrivent à échapper et qui créent véritablement une concurrence déloyale. Et c'est aussi dû au fait que beaucoup de pays africains n'ont pas encore amorcé la marche. Et c'est ça. Mais on se dit, avec tout ce mouvement d'ensemble, avec tout ce que nous faisons, ça aura nécessairement de l'impact. Et je pense quand même aujourd'hui, les critères ESG parlent aux États. Donc, on finira par y arriver. Et comme vous le dites, cette concurrence déloyale existe véritablement. Si entre-temps, ces acteurs n'ont pas disparu du terrain, parce qu'ils auraient été mis à mal et en faillite. Ouais, Alors, merci beaucoup. Ah, vas-y, il y a plein de questions derrière. Que j'ai le micro. Euh, Alors, concernant la RDC, vous dites qu'il y a la règle des 0,3% du chiffre d'affaires. Pour les mines, oui. Mais on parle de la RDC, Oui. les mines. Bon. En RDC, la règle des 0,3% qui permet de constituer disons un montant qui est utilisé pour mettre en place projets sociaux, des actions, etc. etc. Mm. Donc, si on voit les mines en RDC, ça doit représenter des montants non négligeables. Qui est la gouvernance pour ces montants-là? Parce que on sait très bien que si jamais il y a des organismes un peu dans les nuages, il peut y avoir des pertes en ligne, etc. Et donc, qui a la gouvernance et la responsabilité de la gestion de ces fonds? Alors, la structure, on appelle ça des dotations. Donc, ce sont des dotations qui gèrent. Donc, il y a un bureau, d'autres qui sont donc des acteurs de la société civile et de représentants de chez nous. Donc, nous, dans la constitution de notre dotation, ce qu'on a prévu dans les statuts, qui est régi par la loi. Donc, c'est la loi nationale congolaise qui va régir, par exemple, l'appel d'offres.
Donc, s'ils ont décidé de construire une école, ils vont devoir faire un appel d'offres qui devra se conformer à la loi sur le marché public congolais. Mais nous, pour, si vous voulez, assurer un bon contrôle efficace, on va dire, de cette dotation, on a mis... Et l'expérience montre que ça tient la route. Alors, chez nous, oui. Chez nous, il y a un vrai contrôle. Lorsqu'on fait des rapports au niveau des autorités centrales, souvent, on est pris pour exemple. Donc, souvent, ils vont demander aux autres dotations qu'elles prennent exemple sur le règlement intérieur que nous, on a pris, dans lesquels, d'ailleurs, on a ajouté Le des règlement clauses intérieur, conformes. c'est celui de Glencore, Non, les règlements intérieurs de la dotation. à la dotation. Ouais, donc, il est propre à la dotation et dans laquelle nous, on a ajouté des clauses donc anticorruption pour assurer, tant que possible, en tout cas, la bonne gouvernance du dit fonds, quoi. Merci. Ça fait partie des initiatives, en effet, qui sont portées par les acteurs qui sont les plus engagés, les plus exigeants sur le sujet. Il y a un autre exemple qui est le fonds de dotation d'Eramet au Gabon, qui est un fonds de dotation conjoint avec l'État, qui repart d'un pourcentage, en effet, du chiffre d'affaires, des bénéfices, hein, alloués à des projets sociaux qui sont décidés de manière collégiale avec les parties prenantes et les communautés pour aller justement avoir de l'impact. Alors, on n'est plus pas tout à fait sur l'ESG, on est plus sur la RSE dans cette dynamique-là, mais ces principes ont été repris dans le cadre de la loi RSE de mars 2025 au Gabon, qui traite à la fois de l'ESG à l'aune de la loi sur le devoir de vigilance française, hein, de manière à ce qu'il y ait une forte conformité en la matière, et des principes voilà, d'engagement sociétaux au titre de la RSE des entreprises et qui touchent pour le coup tous les secteurs. C'est tous secteurs confondus sont concernés. Donc c'est l'une des avancées majeures en la matière, en attendant sa publication, cette loi a été promulguée, mais non publiée. Donc, il y a probablement encore un certain nombre de discussions sur les sujets, notamment le fait qu'il y ait une fiscalité de 3% sur le chiffre d'affaires qui a été votée par le Parlement gabonais et qui, très probablement, freine sur le sujet. Et juste pour Ouais. compléter un point, c'est que c'est sur on va dire la volonté politique, c'est-à-dire ce que nous on a constaté, c'est qu'il y en avait la Cour des comptes qui a fait des audits, donc qui a audité l'ensemble des dotations pour vérifier leur gestion, leur mégestion, avec un rapport public, donc les commentaires, etc. sur leurs observations. On a constaté que globalement, ça tenait la route, les projets se réalisaient. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une volonté politique d'assurer que ces projets se concrétisent et qu'il y ait en tout cas une gestion qui tienne la route. Il y a des questions derrière. Je vais demander au maître du temps d'abord de me donner quelle est la deadline. On peut aller jusqu'à 12h30 tranquillement, hein. Très bien. Alors, Oui, je voulais juste rebondir sur la question de la concurrence déloyale. Je suis Pierre Damry, fondateur du Club IFM. N'oublie pas les investisseurs. Parlez un peu plus fort. C'est fort, oui. debout et fort. La chouette, écoute, les mauvaises oreilles. Pierre Damry, fondateur du cabinet d'advisory, on accompagne les investisseurs sur les marchés africains et américains et européens dans le problème de la triangulation. Moi, je suis assez d'accord avec monsieur qu'aujourd'hui, contrairement à ce que dit peut-être monsieur Maurice, mais il faut qu'on voit l'application locale. Je ne sais pas, je me pose la question de savoir si les entreprises françaises et européennes sont vraiment outillées aujourd'hui pour appliquer les critères ESG ou en tout cas accompagner. Oui, ESG. alors ça, je peux vous répondre Voilà. tout de suite. Il y a un suivi extrêmement fort au titre notamment du devoir de vigilance, avec un retour d'expérience depuis 2018. Cette intégration est forte. Il y a toujours des complexités en termes de mise en œuvre opérationnelle sur le terrain et dans certains pays, mais quand on voit les rapports, y compris les rapports des acteurs de la société civile qui vont justement screener ces datas, il y a peu de mise en porte-à-faux, il y a peu de mise en cause, il y a peu de questionnement et il y a une vraie intégration pour le coup de cette durabilité-là. Voilà. Et en plus accessible en ligne, screené par des agences de notation, des cabinets conseils qui font des études sur le sujet, comparatifs, tout ça. Parce que notre maturité sur ces sujets Mm. est vraiment un avantage compétitif. Si un cadre la national question. existe, par exemple au Sénégal, il y a un cadre national Oui, assez. voilà. Et là, d'après l'association sénégalaise, c'est un vrai avantage pour les Européens et les Français, puisqu'ils ont l'expérience, comme l'a dit Pierre Samuel, l'expérience dans le cadre européen, et les contraintes fortes de disclosure, de respect, etc. On ne peut pas faire, c'est fini, greenwashing depuis au moins 5 à Et 10 ans. c'est un avantage compétitif Et c'est par rapport dans aux l'accès autres, au financement. non. Dans l'accès au financement de la Banque mondiale. Le pays,
Mais il faut un cadre national, ce que vous avez dit. Exactement, il faut aussi l'effectivité du pays, hein. Voilà, C'est un- elle est c'est Oui, effective. oui, bien sûr. Bah, il faut, oui, dans certains pays, en effet, c'est plus complexe parce que je dirais que les dysfonctionnements sont plus généralisés sur certains aspects, mais d'une manière générale, on voit les entreprises françaises opérant sur le continent avec un niveau de conformité très élevé et très induit par à la fois la réglementation française, européenne, et par ailleurs leur relation avec leurs investisseurs, publics comme privés d'ailleurs, hein, de manière très claire. Merci. Oui, Une autre. qui sont sur différents continents, qui disent qu'en Afrique, leurs filiales, elles ont le même niveau qu'ailleurs dans le monde. Enfin, elles arrivent à avoir les mêmes reporting extra-financiers. Tout à fait, tout à fait. C'est un principe de conformité, hein. L'engagement d'un groupe ne se distingue, ne se différencie pas pays par pays, hein. Un petit peu comme si on pouvait avoir une politique qualité pour la France, mais pas pour les enfants allemands, hein, les petits-enfants allemands. Donc, c'est pas grave s'ils mangent du lait infantile avec une problématique de qualité différente. Vous voyez, donc il y a vraiment une uniformité dans la conformité des grands groupes français et europééens sur ces sujets, sur ces enjeux. C'est l'un des. Oui, Oui, Samuel, ce point, moi, je voudrais juste apporter un élément additif. Tout à l'heure, on faisait allusion un peu aux filiales des entreprises françaises en Afrique. On va dire que je pense que pour moi, ces exigences-là ont un impact réel sur le terrain. Quand on regarde un peu les acteurs avec lesquels, moi, pour avoir travaillé dans une entreprise française, on voit les impacts sur, on va dire, les relations avec les fournisseurs, les parties présentes et autres. Et donc, pour moi, cette démarche-là peut aider à faire avancer le marché, les activités au niveau des enjeux ESG. Et donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose à prendre, on va dire, à la légère, mais moi, je pense que ce travail qui est fait par les filiales localement via les exigences du groupe, pour moi, ont un impact réel sur le terrain. Et donc, il faut encourager cela. Il faut encourager cela. Et ceci étant dit, je pense que l'Afrique aussi ira à son risque. On ne va pas avoir d'un pays à un autre, on va dire, les mêmes niveaux de maturité. Nous sommes encore un continent qui est encore jeune. Et ce que les autres ont fait peut-être en 100 ans, on ne va pas demander au continent de le faire en 5 ans ou en 10 ans ou en peu de temps. Donc pour moi, je pense que cette démarche-là, elle doit être encouragée et on doit tous travailler à faire pousser le marché vers le haut, y compris les gouvernements, y compris les entreprises qui pratiquent, je veux dire, ces différentes démarches au sein des choses. Et cela va influencer celles qui ne sont pas éthiques, de sorte à ce qu'elles soient éthiques, parce que de plus en plus, les organisations, les syndicats se mettent en place. C'est au niveau des réglementations. Les réglementations existent dans nos pays, mais vraiment, les réglementations sont disparates. On va voir dans le secteur, les réglementations qui sont sectorielles. Au niveau de l'environnement, on a des réglementations, on a eu des réglementations dans le secteur de l'environnement. On en a au niveau du social, du droit du travail, et, comment on appelle ça, le droit civil et autres. Tout ça, les réglementations existent. Mais ces réglementations ne sont pas regroupées sous le vocable ESG, malheureusement. Donc, je pense que nos juristes aussi et nos législateurs ont un gros boulot à faire. C'est d'essayer de faire un toilettage de nos tests de sorte à les intégrer et les mettre dans cette démarche-là, de sorte à ce que même les questions liées aux données et à la mesure, à la performance des entreprises, toutes ces questions seront réglées dans cette nouvelle réglementation qui va regrouper tous ces éléments dans un même vocable et qui permettra aux entreprises, on va dire, en plus de se conformer, mais il va y avoir aussi des exigences parce que la population, les syndicats, comme je le disais tantôt, auront une réglementation simple, regroupée et plus claire merci. et à pousser la réflexion plus loin. Merci Voilà un peu ce Sylvie. que Je note d'ailleurs une initiative en Côte d'Ivoire, d'Eurocham Côte d'Ivoire, qui, accompagnée et financée par l'Union européenne, travaille sur l'intégration de l'ESG et de la RSE tout à fait. sur le pays, avec des initiatives de terrain, un gros travail de sensibilisation des acteurs économiques
à travers des cycles de formation, ce genre de choses, mais également de conseils auprès du gouvernement sur l'intégration de cette RSE en Côte d'Ivoire. Je vais reprendre une question de la salle. Madame, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous présenter. Valérie Fayard, je suis présidente de RSE et développement et ça rejoint un peu votre remarque, c'était quels sont les éléments qui peuvent encourager finalement dans les pays de développement ESG, RSE. Quand on voit déjà en Europe la difficulté qu'il y a avec 20-25 ans de recul sur la RSE, de passer le cap et de développer ces éléments ESG, la question, c'est ça passe par quoi? Est-ce que ça passe par la réglementation? Est-ce que ça passe par la formation, formation continue, formation au niveau des jeunes? Est-ce que ça passe par des études de cas? Voilà, au niveau du terrain, selon vous, quels sont les éléments qui pourraient, en tout cas, encourager ce développement? Je vais prendre 3 points avant de vous passer la parole. Bien évidemment, c'est multifactoriel, hein. Il n'y a pas de débat. Il est clair qu'une réglementation peut aider ou pousser, mais à condition d'avoir les moyens de la mettre en œuvre et notamment de disposer d'un personnel formé qui va suivre avec exigence justement les dispositions. Il y a tout ce qui est de l'ordre de l'incitation à mieux faire, à bien faire. Très clairement, ça passe par les cadres financiers, les investissements, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la redevabilité et de la communication sur le sujet. C'est pour ça que, enfin, moi, j'appelle personnellement pas au titre du CIAM, puisqu'on ne s'est pas concerté sur le sujet, mais à ce qu'il y ait une publicité des notes 35, parce qu'en fait, en la rendant publique, ça permettra de savoir quels sont ceux qui sont dans une démarche de progrès et ceux qui ne sont pas encore engagés dans une démarche de progrès. Pour être pudique, ce qui permettrait aussi de faire des choix pour les acteurs publics comme privés, des choix en termes de partenaires fournisseurs et de prendre les mieux disants plutôt que les moins disants. Alors, on va retomber sur certains débats par rapport à des zones économiques qui s'affranchissent de cadres ou qui ne s'inscrivent pas dans le cadre des règles, notamment de l'OCDE. Donc voilà, il y a bon nombre d'initiatives. Ce qui est clair, c'est que la digitalisation des sociétés humaine, hein, fait émerger en fait tous ces sujets, tous ces enjeux, et va renforcer une forme de publicité, en effet, sur les mauvaises pratiques, très clairement, et encourager, avec notamment la juridification de la RSE, eh bien, sa judiciarisation, puisque plus on va constater de dysfonctionnement, on va dire, et plus on va être tenté d'aller en justice sur le sujet, ce qui remédiatisera la chose. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment polyfactoriel. Après, certains pays prennent des lois. Encore une fois, le Gabon est assez unique sur le sujet, même si c'est encore en développement. Il y a bon nombre de patronats sur le continent africain qui sont engagés, qui ont des démarches, de labels, mise à disposition de guides, de bonnes pratiques à l'attention de leurs PME et pas seulement les filiales des entreprises européennes qui elles-mêmes, de toute façon, sont déjà surdotées. Donc, il y a beaucoup d'initiatives de taxonomie, on en a parlé, l'OHADA et le label qu'il est en train de développer. Voilà. Moi, je serais surtout favorable à rendre public la note 35, ça permet de savoir un petit peu qui fait quoi. On est plus proche quand même d'une RSE type philanthropie, une véritable RSE, enfin, quand on voit même… Non, avec les réglementations extraterritoriales européennes, on est sur de l'ESG. Et là, on parle de conformité ESG surtout, même si on déborde, transgresse un peu sur, en effet, de la RSE philanthropique, mais qui devient de plus en plus exigeante. Je veux dire, quand on détermine ces cadres, à l'aune notamment de la finance durable, le travail de mesure d'impact devient une nécessité pour éviter justement tous les washing possibles. Il y a green, enfin il y a social, il y a ODD washing, SDG washing, impact washing. Enfin voilà, la famille du washing c'est largement étoffée, hein. Donc une question au fond peut-être, monsieur. C'était ma question pour avec le flanc sur la question de washing. Moi, je suis Karamo Kodiaby, je suis doctorant en finance verte. J'essaie de comprendre un peu la communication des banques sur l'alignement Talk Action. Et également, je suis entrepreneur au niveau de l'Afrique. On essaie
de pouvoir trouver des solutions innovantes liées à la question du data USG. Maintenant, c'était pour répondre à la question, ESG. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir détecter le washing en Afrique? Parce que moi, je suis d'une région, en fait, qui s'appelle Daloa, où on a des mines qui sont là-bas, et ces mines-là polluent notre environnement. La biodive est. J'espère que dans 10 ans, on n'aura même plus d'eau potable à boire de là-bas. Mais quand je vois le reporting en guillemets qu'ils font, ça donne mal à la tête. Quels sont les moyens qui sont mis en place là-bas pour pouvoir contrôler cela? Je ne sais pas si les personnes sur le terrain peuvent nous faire des retours, ça serait vraiment bien. Du coup, il y a un reporting. Il y a un reporting quand même. C'est Christian Fatola, non? C'est la Côte d'Ivoire? C'est quel- On peut demander au président Fatola peut-être ce qu'il en pense. Si c'est en Côte d'Ivoire, en effet, on peut Est-ce que Fatola a demander. entendu? Sandé, tu as Bien entendu sûr. la question? J'ai souhaité savoir qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire pour détecter tout ce qui est washing. Par exemple, si on prend le cas par exemple, d'entreprises minières dans le Haut-Sandra et qui impactent vraiment la biodiversité, et quand on voit le rapport qu'ils font, et alors que le gap entre ce qu'ils font réellement et ce qu'ils disent est vraiment flagrant, quoi. C'est qui dit? C'est quelle société? Et je oublie le nom de la société, là, c'est que je peux l'avoir dans mes notes. Minière. La société minière. D'abord? Hmm? D'abord? Alors, À Dallon. Dans... Retrouvez le nom et, Oui. et voyons quelle réponse. La première réponse, c'est bien évidemment le rôle des parties prenantes externes, que ce peuvent être les médias et les ONG, qui sont en charge justement, notamment, de ce devoir d'alerte, de ce principe d'alerte qu'il peut y avoir. Maintenant, on ne peut pas, et on l'a dit tout à l'heure, les maturités pays par pays sont différentes sur le continent. Encore une fois, il faut parler de les Afriques et on est sur 54 pays. Donc, et évidemment, ça rejoint l'un des propos qui était évoqué dans le chat. On ne peut pas avoir 54 intervenants lors d'un même Zoom et lors d'une même session sur 1h30. Mais voilà, c'est la maturité sociétale aussi du pays qui va faire monter en puissance sur le sujet. Monsieur Fatola, sur la Côte d'Ivoire, il y a des dispositions spécifiques? Oui, ce que je peux dire en ce qui concerne l'État de Côte d'Ivoire, nous, en ce qui concerne justement le secteur minier, le thème de l'année 2025, nous avons travaillé sur ce sujet-là. Je pense que l'État, quand même, avec le ministère de l'Énergie, des Mines et du Pétrole, fait un gros travail, hein. Il y a même un travail de révision du code minier qui est en cours. Et je pense que c'est prévu pour 2026, si ma mémoire est bonne. Et vraiment, tous ces sujets-là sont pris en compte et l'État travaille à ce que véritablement toutes ces problématiques qui sont soulevées tout à l'heure par le frère qui vient de la Côte d'Ivoire, que toutes ces problématiques-là soient prises en compte dans le nouveau code minier. C'est vrai, comme je le disais tantôt, les textes existent. Maintenant, dans l'applicabilité, ça pose véritablement aussi certains problèmes. Mais bon, écoutez, chaque État, les niveaux de maturité ne sont pas les mêmes. Et je pense que l'État est très conscient de ce que une exploitation anarchique peut avoir des incidences graves sur l'écosystème, sur la biosphère et autres. Donc, je pense que ce travail est pris à bras le corps lors de nos, comme je l'ai dit, de nos dernières activités. Le ministère, le pétrole et les mines est revenu sur la question et ces sujets sont vraiment pris au sérieux au niveau de ces ministères-là. Donc, c'est ce que moi je peux dire en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Je pense également que le ministère de la bonne gouvernance est probablement saisi sur le sujet, mais après, c'est une question de priorité et de moyens. Donc, voilà, les choses avancent de manière aussi très, très progressive. Priscilla, une question debout en se présentant. Priscilla Lecomberge, je suis consultante en suractivité dans une boutique firme. J'ai rien compris. En termes d'expérience, j'ai cumulé d'expérience en RSE dans le milieu bancaire, mais aussi dans le milieu du conseil, en France, mais aussi sur le terrain, notamment en Afrique de l'Ouest. Je voulais aussi refaire un petit coucou à Monsieur Duroux. Donc, je suis beaucoup à ce qu'il fait avec la Banque africaine au développement. Je pense que c'est une bonne initiative d'embarquer les entreprises africaines sur le sujet. Pour répondre à une question qui a été précédemment posée, je pense que, par exemple, les reculs qu'on voit ici en Europe, sur ces questions-là, effectivement, c'est qu'on n'a pas forcément poussé la question de performance qui est liée effectivement à la collection de ces data. Parce qu'effectivement, en France, en Europe, on a vraiment mis sur l'aspect, on va dire, réglementaire, obligation. Donc, on n'a pas vraiment
mis dans l'aspect communication qu'au final, se conformer aussi, ça va aider les entreprises à être beaucoup plus résilientes, effectivement, aux aléas climatiques, sachant que surtout le continent africain est le continent qui est le plus, on va dire, vraiment fragile quand il s'agit des aléas climatiques. Et quand on fait ça, on aide aussi les entreprises à être beaucoup plus résilientes et à mieux s'adapter. Et je pense que c'est aussi un narratif qui n'est pas forcément poussé, pas forcément vis-à-vis des investisseurs, parce qu'effectivement, on dit que voilà, dans la chaîne de valeur, c'est plus pour les investisseurs étrangers, donc ça aide à plus avoir des fonds étrangers, mais aussi même au niveau à l'intérieur des sociétés civiles, notamment la jeunesse, qui est de plus en plus exigeante sur ces sujets-là. Même la diaspora qui veut rentrer, par exemple, travailler dans des entreprises locales, sont aussi demandants à ce genre de données-là. Donc, est-ce que je veux savoir, est-ce que c'est aussi l'aspect performance? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous mettez en avant pour embarquer les entreprises à collecter la donnée ESG? Monsieur Duru. Unfortunately, I didn't get the question because of I think her micro was not the best. She was far, so I was listening, but I didn't understand. If you can summarize it for me, maybe I can answer. Vous rapprocher et simplifier la question. Straight to the point. Straight to the point. So my question was, in the work that you're actually doing, do you also include the performance aspect rather than the regulatory aspect to help companies to collect data? Because that's something that is kind of missing when it comes to kind of, let's say, try to help. Convince a company to have ESG data. Just like to say, it will also help you to have better business. The better data, better ESG data also helps you to have better business decision. So you will be able to grow your company overall. So you're asking if how we actually support the companies to perform better. Is that what you're asking? Yeah, to say if you also like outside of the regulatory aspect, but you also advocate for the performance aspect of having good ESG data. Yeah. So that is essentially the core of the ESG hub. What we are trying to push. I think your question is. I saw another question on the chat, which I would probably take both of them together to kind of explain what the bank, to give an overview of what the bank is doing. So first of all, the bank works in the area of strengthening policy and regulatory framework at country level, at the government level. So we deal with, we support governments, first of all, in building the policy and regulatory frameworks. We also support in form of blended finance and climate funds and technical assistance that actually ensure that the businesses we invest in adopt good ESG practices to improve their performance. And now we are also working on the aspect of ESG data systems, working on providing training and guidance on how ESG data should be collected and disclosed. So I would say it's a kind of a whole package that we hope would help African businesses to be better integrated in the global supply chain as far as ESG is concerned. Thank you. Merci. Donc, une question au fond. Oui, je vais faire très vite. Donc, Brice Edda, je suis chargé de reporting dans le monde français immobilier. Et donc, deux questions rapidement. Au niveau de la donnée data, est-ce que aujourd'hui, je sais que même en Europe, c'est assez critique, c'est ce défi. À quel niveau vous situez le niveau de pertinence de ces données aujourd'hui, récoltées lors des différents reporting sur le terrain? C'est une question en fait assez opérationnelle, je l'entends, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez, disons, une estimation, est-ce que la qualité de la donnée est quand même assez pertinente ou pas? Deuxième chose, est-ce qu'il y a un tiers de confiance aujourd'hui qui peut attester au-delà des parties prenantes, qui peut aujourd'hui attester, parce que c'est un sujet également en Europe, il faut un tiers de confiance, on ne l'a pas, c'est pas réglementaire. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se mettre ici en place? Donc, qualité de la data, en fait, et tiers de confiance. Bon, donc, si on doit répondre rapidement, il y a très peu d'initiatives, mais je vous laisserai communiquer. Il y a vraiment que l'ETI qui est le plus avancé en la matière.
Il y a des initiatives pays autour de la taxonomie, on en a parlé, notamment l'Afrique du Sud qui est un peu pionnière, qui apporte des éléments. Mais encore une fois, on est sur un continent, on n'est pas, c'est pas un pays non plus. Donc c'est 54 pays, 600 peuples majeurs. Donc voilà, il y a une disparité extrêmement forte sur ces sujets. Il y a du reporting extra-financier qui est fait, des cadres donnés notamment du côté de la bourse de Tunis, avec des éléments qui sont extrêmement structurants. Il y a un encouragement, mais je pense que le vrai levier, de mon point de vue, sera la mise en ligne de la note 35, parce qu'une fois qu'elle sera publique, on aura les chiffres sur les émissions de gaz à effet de serre de chacun. Et là, on pourra voir quels sont ceux qui sont dans une démarche de progrès ou pas. Et là, on aura des premiers critères ESG et c'est une chance, que l'IA pourra analyser très rapidement. Et là, on aura vraiment, je dirais, un scoring sur les acteurs. Quelqu'un pour compléter peut-être mon propos ou Oui, ben c'est plus pour compléter. La qualité de la donnée fait partie de la complexité de la thématique parce que la véritable difficulté sur le continent africain, c'est l'accès et la fiabilité des données. Et donc, c'est la véritable problématique à côté des coûts très élevés par rapport à la gestion des risques et à la traçabilité des matières premières. Donc, c'est un peu ça le contexte africain. Et c'est quand même difficile. C'est quand même difficile par rapport aux données. C'est ce qui fait la complexité de la thématique. Pour les tiers de confiance, je pense qu'on en a. Hein. C'est dans le minier, dans certains secteurs. Hein. Si on parle du cuivre, on a ce qu'on appelle Copper Mark, notamment, ou RMI. Ce sont deux organismes qui font des audits, qui regardent la conformité avec ces clés. RMI. RMI. Ouais. Et je prends un autre ICML, quelque chose comme ça. Et enfin, il y a le cacao aussi, donc tout ce qui est fair trade, etc., Max Havelaar et compagnie. Donc, je pense il y a beaucoup de tiers de confiance qui, peut-être beaucoup trop, mais certains se distinguent par la qualité de leur revue et ils ont réussi à transformer, à ajouter leur certification comme étant un avantage commercial. Je pense que si on regarde sur le fair trade notamment, ce qu'on n'arrive pas à voir dans les matières, enfin, dans les métaux, dans le fer copper, qui est ou le fer cobalt. qui est fer cobalt. Ouais, donc ce serait des objectifs, mais aujourd'hui, il n'y a pas un premium de conformité avec certains organismes de certification. Pour le moment, peut-être qu'un jour ça changera. Mais je pense que en tout cas pour l'agro, enfin, tout ce qui est matières premières agricoles, il y a certaines traçabilités du fait de la pression des consommateurs qui a permis d'avoir de sérieuses avancées sur ces tiers de confiance et leur certification, encore une fois, en transformant ou en ajoutant un avantage commercial aux certifications, ce qui n'existe pas encore pour le métaux, encore une fois. L'IRMA, sur le secteur minier, l'IRMA est quand même particulièrement actif. C'est un cadre normatif qui est porté par les assureurs, mais qui intègre les ONG comme Human Rights Watch, Human Rights Watch sont intégrés avec d'autres dans le dispositif de gouvernance pour aller évaluer justement et certifier des acteurs miniers. Une nouvelle fois, Cobilog et Ramet sont assez pionniers sur le sujet en France. C'était pour répondre aussi à Monsieur de Villepreux qui, dans le chat, rappelait qu'il ne fallait pas oublier les initiatives du groupe Eramet. Juste un point donc on a parlé de nivellement par le bas un peu plus tôt, mais le nivellement par le haut, ce serait justement via ces tiers de confiance. C'est-à-dire que si, encore une fois, on arrive à ajouter un premium à une matière minérale produite dans certains standards, ça risque aussi d'entraîner en tout cas les autres partenaires qui ne sont pas soumis aux mêmes régulations pour qu'eux-mêmes cherchent à obtenir ces certifications ou ces tampons dans leur processus. Et après, au niveau des acheteurs, donc ceux qui viennent acheter de la matière première ou qui l'utilisent dans leur processus, hein, ça peut être les constructeurs de véhicules. Donc, il y a des intermédiaires entre eux, mais eux aussi, parfois, peuvent en tout cas avoir leur mot à dire dans la chaîne, dans la supply chain pour assurer que voilà, on va uniquement travailler avec ceux qui ont telle ou telle certification. Ben, entre-temps, il y avait une question qui a survolé. Je pense qu'on n'a pas répondu. C'était la question de madame. Désolé, je ne connais pas votre nom. Qu'est-ce qui peut être fait
Et qu'est-ce qui peut être fait? La question, on ne l'a pas répondu. Et moi, de mon côté, je pense personnellement qu'il faut passer par la formation. La formation, elle sera, voilà, la formation, et puis qu'on arrive à normaliser le principe des ESG, qu'on arrive à normaliser, que les gens, qu'on puisse arriver à travailler psychologiquement, que les gens comprennent que les critères ESG sont faits pour nous protéger nous-mêmes, mais pas pour faire du politiquement correct. Voilà, merci. Formation et renforcement des capacités, ça, moi je passe mon temps à former les fournisseurs des entreprises françaises et européennes sur le continent pour aller soulever le capot, regarder les enjeux et les traiter au plus près du terrain. C'est par capillarité, encore une fois, et ruissellement que cela avance aussi. Il y a une question dans le chat qui demande quelle est donc cette note 35. La note 35 dans le Cisco ADA, c'est la base du reporting extra-financier dans le cadre juridique OHADA. C'est assez pionnier, c'est une note qu'il s'agit de remplir et de compléter sur un certain nombre d'enjeux sociaux, environnementaux, gouvernance. Donc, on va vous demander quels sont les accords sociaux qui ont été passés cette année. On va vous demander la part, les questions de diversité, d'inclusion, la place des femmes dans l'entreprise. On va vous demander vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un rapport extra-financier, hein. C'est vraiment la matrice d'un rapport extra-financier en devenir pour le continent. La limite de l'exercice, c'est que c'est agrafé à l'alias fiscal et c'est mis dans un tiroir. Donc, à partir de là, en fait, on en tient peu compte puisque ce n'est pas public. Et on ne peut pas mesurer les démarches de progrès. Et donc, les agences de notation extra-financière qui se développent sur le continent, qui s'intéressent à l'Afrique, ne disposent pas des fameuses data dont on parle depuis tout à l'heure, qui nous permettraient d'avoir des éclairages très précis et de mettre en œuvre et de mettre en place ensuite des rankings, des classements, et donc de choisir aussi ses fournisseurs en fonction des classements. Donc, c'est pas neutre. C'est pas neutre, il n'est pas tellement étonnant du coup que ça ne soit pas public, parce qu'en fait, ça pourrait rendre complexe les activités économiques de certains qui ne souhaitent pas aller très très loin dans l'engagement sociétal. Et c'est l'un des enjeux sur lequel l'OHADA travaille. Mais en parallèle, il est encouragé de publier sa note 35. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux, plutôt qu'un rapport RSE, qui parfois va tomber dans le greenwashing parce qu'il va y avoir une forme de storytelling autour de ces sujets et qu'on va choisir, au bout du compte, les sujets qui nous importent et on va mettre de côté les impacts négatifs qu'on ne veut pas montrer. Il vaudrait mieux mettre en ligne la note 35 de manière à ce que tout le monde puisse l'avoir et qu'ensuite on dispose de data. C'est une des raisons aussi pour lesquelles dans l'ETI, il y a une mutation. L'ETI, c'est une initiative de transparence financière. Hein, les acteurs miniers déclarent ce qu'ils ont versé, les États déclarent ce qu'ils ont perçu ou reçu. Donc, bon, bah derrière, s'il y a un différentiel, enfin, c'est qu'il y a un problème. Hein. Bon, il y a une fuite. Bon. Mais c'est la raison pour laquelle, dans l'ETI maintenant, on commence à intégrer les data sur la question du genre, de l'inclusion des femmes, ce qui n'a rien à voir avec la transparence financière, sur le fond. Mais c'est l'une des démarches ou initiatives qui permet d'avancer un peu en la matière. Il faudra que je fasse un point sur cette note 35 à un moment dans la presse. Ouais. Ça permettra de vulgariser, en fait. Hein? Ça permettra de vulgariser suffisamment. Mais que c'est ouais. Et puis, cette thématique, elle est tellement importante qu'on a réservé une place lors du panel précédent sur la grande rencontre. C'était quand même assez nouveau pour les gens, mais ça fait partie aussi de la sensibilisation. C'est clair. Est-ce qu'il reste une question à traiter? On a dépassé de 7 minutes, je dirais, le temps qui nous est imparti. Je vois encore plein de questions. Je vous propose de les réserver pour le débriefing ensemble et de laisser peut-être la parole au président. Au président Étienne Giraud, président du CIAN, qui nous fasse je vais clore. une conclusion. Ouais. Pour pas vous retarder, je vois que les uns et les autres sont un petit peu pressés. Juste pour dire qu'en vous écoutant, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est d'abord qu'il faut encourager tout ça, tous les ESG, les formulations, etc. Et cette démarche, donc, il n'y a pas de débat là-dessus, il faut l'encourager. Bien.
Et elle peut d'ailleurs effectivement donner quelquefois un aspect concurrentiel favorable, etc., etc. Mais quand même, on a trois difficultés, quand même, auxquelles il faut faire face. La première, c'est qu'en ce moment, il y a un mouvement qui est assez fort qui lutte contre la bureaucratie et la gêne que toutes ces questions de ESG entraînent. Et quand même, la semaine dernière, le Parlement européen a modifié la réglementation européenne en réduisant le champ d'application des règles de la SRD, S3D, etc. Bon. Donc ça, c'est un mouvement. Et d'ailleurs, j'observe que ces questions de ESG, au fond, sont dirigées, contrôlées, mises en œuvre que par deux types d'acteurs, les organisations internationales, l'Union européenne en tête, qui ensuite décline ça, et c'est assez occidental comme mouvement, et deuxièmement, les financiers, qui posent ça comme condition. Occidentaux. Les financiers aussi occidentaux. Oui, mais pas que, mais les financiers. Mais... Bon. Donc, c'est les deux acteurs qui obligent ça. Alors ça, c'est une première difficulté auquel il faut faire face. Deuxième difficulté, vous avez un peu insisté là-dessus, mais à mon avis, insuffisamment. C'est qu'il y a quand même 80 à 90% des Africains qui travaillent dans le secteur informel. Et il y a à peu près 50% du PIB, ça dépend hein, selon les pays, mais enfin, 50% du PIB qui est informel. Donc, il n'est pas soumis à ces réglementations. Donc là, on a quand même un petit problème, c'est qu'on peut gloser pendant des heures et des heures, enfin, les questions de genre, de respect, de retraite, de lutte contre la corruption, etc., etc. Il y a plus de la moitié, en gros, qui y échappe, qui est quand même un petit sujet. Et la troisième difficulté, c'est, et ça vous l'avez évoqué aussi, ça c'est un sujet qui est cher au CIAD, c'est qu'il y a la moitié des acteurs dans le monde, qui sont en gros des nouveaux acteurs en Afrique, qui ne sont pas soumis à ces règles. J'ai oublié de dire, pardon, que ceux qui érigent ces règles, qui les contrôlent, c'est les pouvoirs publics européens, occidentaux et les financiers. J'ai oublié de dire la troisième chose, c'est les réseaux sociaux et les ONG, bon, qui peuvent quelquefois être mus par des mauvaises intentions. Contrairement à ce que tout le monde dit, il y a aussi des mauvaises intentions là-dedans. Et donc, je reviens à mon propos pour dire qu'il y a la moitié des acteurs dans le monde qui ne sont pas soumis à ça. Et notamment pour les nommer, les Turcs, les Chinois, les Émiratis, les Russes, etc. Ils s'en fichent de tout ça. Et donc, je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Il y a une concurrence déloyale qui est créée avec ça. Donc, la seule manière, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire ce que j'ai dit au début, c'est encourager ça. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Je dis simplement, il faut dire les choses et regarder qu'il y a ces difficultés. Et donc, la solution, me semble-t-il, entre autres, c'est que les États africains s'en saisissent et constituent un cadre légal qui supplée tout ce que je viens de dire. Parce que s'il y a un cadre légal, bon, ben, les Chinois qui sont partis de l'OCDE, aujourd'hui, ils font rien de mal. Ils peuvent corrompre, employer les enfants, tout ce que vous voulez. Personne ne leur dit rien. Et en plus, ils n'ont pas de médias et pas de presse pour les embêter, il n'y a pas d'ONG. Mais si le cadre légal du pays les contraint, c'est quand même une autre histoire. Donc, c'est ça que je voulais simplement dire à la fin, pour ne pas être trop long. Et je pense qu'il y a une petite porte de sortie. Et ça, je m'adresse aux participants africains ici. Il y a des représentants des organisations, de la BAD, des avocats. Ben, allez-y, là, allez dans ce sens-là. Merci bien. On continue. C'est en ce sens-là que la loi RSE au Gabon est une innovation puisqu'elle pose un cadre contraignant pour toute entreprise. Il faut sortir du cadre européen, du cadre médiatique et du cadre financier, qui sont eux qui régissent ça. Parce que là, il y a injustice. Voilà. Et donc, on compte sur les États africains pour résoudre cette injustice. Parce que ça décourage les acteurs aussi. Oui, c'est clair, c'est clair. Pour le développement. J'arrête. Merci, merci, cher Étienne, Président, pour ce mot de clôture. Je pense qu'en effet, on peut applaudir notamment tous nos intervenants en ligne et en présentiel. On excuse Jean-Luc qui devait partir, il avait un agenda un petit peu serré, mais bien évidemment, je remercie très personnellement Nikada, Huche, Sandé et Samy pour ces contributions. Très très intéressante. C'est un sujet où on pourrait passer des journées entières en la matière. Ce n'est pas ce qui manque. Voilà. La session sera mise en ligne dans les jours et on communiquera dessus dans les semaines qui viennent. Je vous donne rendez-vous à l'an prochain pour des prochaines sessions de la commission RSE et au délai du CIAN. Merci à tous. Bravo et merci les invités. Thank you very much.
Merci, Thank you. merci Sandy. Bye bye. Merci Eric. À quoi Toujours présent.